ce cours, nous allons traiter d'un sujet très intéressant, la critique dans le couple. Si vous pouvez... critique dans le couple, la critique tue l'amour. La critique tue l'amour. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Il y a une fois quelqu'un qui est venu me voir et il avait un problème de shalom bayit avec sa femme. Il a commencé à me dire je comprends pas, je la comprends plus. Je fais pourtant tellement d'efforts envers elle, je lui achète des cadeaux, je la sors, je lui donne tout ce qu'elle a envie, tout ce qu'elle a besoin, je suis là pour elle. Et malgré tout, il n'y a pas de shalom bayit. C'est des cris, c'est des nerfs, elle est jamais contente. Alors, je lui ai regardé, je lui ai dit, dis-moi, combien de fois tu la critiques par jour? Quand il a entendu ça, il a baissé les yeux et il a baissé la tête. Ça veut dire que tous les plus grands cadeaux du monde ne pourront jamais rendre une femme heureuse. C'est ça ce qu'on est en train de dire ici. Ça veut dire que si, par exemple, un homme fait tout pour sa femme, il va tout lui donner, il va l'amener en voyage, il va lui donner des cadeaux, il va lui faire plaisir dans tout ce qu'elle a envie, mais qu'il n'est pas capable de retenir sa bouche lorsqu'il a quelque chose qui le démange et qu'il a envie de lui dire, lorsqu'il n'est pas capable de se retenir de parler, c'est fini pour lui, il ne peut plus espérer bichlal de shalom bayit. Mais la vérité n'est pas plus importante. En général, quand on critique, c'est que quelque chose ne va pas. C'est pas par plaisir. Oui, mais si la critique est constructive, ok, mais des fois la critique ne marche pas du tout. Et en général, dans le cadre d'une relation d'un homme envers sa femme, ça ne marche jamais. C'est ça où se pose véritablement le grand problème. Lorsqu'un homme va commencer à critiquer sa femme, ça va générer que la femme va être brisée. C'est sa nature, on va le voir tout de suite. Hein. La femme va être brisée, la femme va être triste, la femme va devenir dépressive, la femme va désespérer, ou elle peut devenir aussi coléreuse. C'est pas obligé que ce soit ça, plus ça, plus ça, mais ça peut être ça, ou ça, ou ça, ou triste, ou désespérée, ou brisée, ou coléreuse, etc. C'est les réactions d'une femme, surtout par rapport aux critiques de son mari. Je suis pas d'accord. Je pense que, dans ce que vous nous dites, donc l'homme doit mentir, mais dans le cas, ça va être l'homme qui va être malheureux. Faut pas mentir. C'est l'homme qui va, par exemple, si ma femme, je n'aime pas, elle fait quelque chose de spécial que je n'aime pas, je ne vais pas la critiquer, je laisse faire. Donc finalement, c'est moi qui vais être malheureux. Il y en a un des deux qui est malheureux. Il faut laisser faire, on n'a pas le choix. Si on parle, c'est là qu'on va envenimer le problème. Si on était sûr que par le biais de la critique, elle allait se transformer, ce serait extraordinaire. Mais de toute façon, c'est un klal chez le Barzel, c'est un principe de fer. La critique ne transforme pas quelqu'un. Alors que faire? Ah, c'est notre histoire. Mais déjà, le cours d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord comprendre qu'il ne faut pas critiquer. Après, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des choses à faire, bien entendu. Mais la critique telle que nous, on la connaît, en aucune manière, il faut la faire. C'est un principe de fer, de Barzel qu'on doit avoir dans notre tête, de ne jamais critiquer son épouse. Parce que de toute façon, la réaction qu'elle aura par rapport à la critique, c'est que même si on va lui faire les plus beaux cadeaux, on va lui être le plus gentil du monde avec elle, mais qu'on va la critiquer sur sa manière de cuisiner, sur sa manière de s'habiller, sur la manière de tenir la maison, sur la manière d'éduquer les enfants, sur tout ce qui la concerne, elle ne pourra pas supporter. Donc si je critique quelqu'un et que mon but essentiel c'est qu'elle se transforme, il faut savoir une chose, lorsque je critique ma femme, il faut être certain qu'elle ne pourra pas se transformer grâce à ça. C'est là le problème que nous avons tous. On pense que si jamais maintenant on parle avec sa femme, on va la critiquer, on va lui dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, etc., qu'elle va se transformer. Ben non, elle va pas se transformer. Ce qui va, je crois, plutôt générer, c'est sa tristesse, c'est son angoisse, c'est son amertume, c'est son désespoir. Ça oui, on est certain qu'on va y arriver dans ce coup-ci. Mais la faire transformer sur le point qui nous dérange, on n'y arrivera pas de cette manière-là en tout cas. Ça c'est sûr. On verra dans les cours qui vont suivre comment faut-il faire pour faire transformer une femme. Il y a des moyens, il y a des techniques. De la même manière aussi qu'on verra dans le cours suivant aussi qu'une femme peut transformer son mari, un mari peut transformer sa femme. Mais on verra comment, mais pas par la critique. Et c'est ça ce qu'on veut dire ici. Maintenant, il faut savoir une chose aussi. Lorsque l'on fait une critique, je vais vous dire un exemple. On voit des gens, des couples qui ont divorcé des fois au bout d'1 an, au bout de 2 ans, 3 ans. Et lorsqu'on voit comment c'était les photos du mariage, c'était inimaginable. Les photographes qui, après, au coucher du soleil, on prenait le khatan et la kala, c'est quelque chose de...
le catering, le traiteur était de top niveau, la salle était extraordinaire, la location de voiture, tout était merveilleux. Et on entend que même les poulets, ils couraient tout seuls dans l'assiette. Pour vous dire jusqu'où ça allait. Et on entend quelques temps après, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voilà que le merveilleux couple a divorcé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'était un couple c'était l'idéal, c'était Hollywood. Qu'est-ce qui a pu se passer que du jour au lendemain, en l'espace de quelques années à peine, tout s'est détruit, il n'y a plus rien? Plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Mais qu'est-ce qui a tué l'amour? Je vais vous dire ce qui a tué l'amour. En général, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons essentielles, tout se passe au niveau du dibour, au niveau de la parole. Quand je me mets à critiquer, je tue l'amour. Mais comment on tue l'amour? C'est comment on fait? Très facile, je vous l'enseigne très rapidement. Quand vous critiquez votre femme, vous lui faites une cicatrice. Alors, nous, qu'est-ce qu'on s'imagine? Nous, quand on nous critique un petit peu, bon, ça va, on a les épaules, on va dire, costauds, on tient le coup. Mais une femme, elle ne tient pas le coup. Elle n'est pas constituée ni au niveau de sa neshama, ni au niveau physiologique, ni au niveau physique, ni au niveau mental. À tous les points de vue, elle est complètement différente. À tel point que la Gemara va nous dire que Nashim Am Bifnei Atzman En, que les femmes sont un peuple à part. Ce n'est pas un anglais et un chinois qui ne parlent pas la même langue. C'est un homme et une femme, c'est de l'eau et du feu. Ça n'a aucun rapport entre eux. Ils n'ont rien à voir entre eux. Et pourtant, Dieu nous a dit de faire qu'on doit se marier. Un homme doit prendre une femme. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsque maintenant on est en train de lui parler un peu durement, ou on est en train de lui rentrer dedans carrément, ou on est en train de faire des critiques? On est en train de lui faire une cicatrice. Une cicatrice, une deuxième, une troisième, une cinquième. Et à la fin, l'amour que la femme portait à son mari, je suis sûr que toutes les femmes qui nous regardent maintenant, même si c'est un cours qui est réservé aux hommes, je suis sûr qu'elles sont d'accord avec moi. À chaque fois qu'il y a eu une attaque, une critique, ça a formé une cicatrice. Et une deuxième, une troisième, une cinquième, jusqu'à ce qu'à la fin, l'amour qui était grandiose, qui était énorme qu'il y avait entre eux, commence à s'affaiblir, à s'affaiblir, à s'affaiblir, jusqu'à ce qu'à la fin, non seulement il n'y a plus d'amour, ça devient même pas stable, mais ça devient pratiquement de la haine. Et quand il y a la haine, c'est automatiquement le divorce. Il ne faut pas s'étonner. Si vous me permettez, je rajoute une 6e raison quand vous la comparez à votre mère. Ouais, ça, on va en parler, c'est encore un cours à part, c'est un cours qui est complètement différent. Donc il ne faut pas s'attendre de sa femme qu'elle ait de la maturité, qu'elle va pouvoir encaisser, qu'elle va pouvoir supporter les critiques du mari. Elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas? Parce que Dieu l'a construite comme ça. Elle peut peut-être supporter un peu les critiques des autres personnes, mais quand ça vient de son mari, ça lui est insupportable. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à être top niveau devant son mari. Et quand le mari la démonte, la critique, la casse complètement, et parfois malheureusement, il la casse devant ses parents à elle, ou devant ses parents à lui, ou il la casse devant ses enfants, ou il la casse devant des étrangers, là ça devient encore plus grave. Une chose, par exemple, il y a des couples qui font, par exemple, ils sortent entre amis, et qu'est-ce que fait le mari ou la femme? Il y en a un qui commence à vanner sur l'autre. Et il se vanne en public comme ça. C'est des choses qu'il ne faut jamais faire. On n'a pas le droit de raconter sa vie privée devant un groupe de personnes. Jamais. Quand on vanne, on va dire, ah, tu sais comment elle cuisine, comment elle s'habille, comment elle... On ne fait jamais ce genre de choses. La femme, soi-disant, elle rigole parce que tout le monde rigole, etc. Mais à l'intérieur, elle est en train d'être brisée de plus en plus. On est en train de la tuer à petit feu. On ne se rend pas compte de ce que l'on fait. Parce qu'il y a des lames gilettes qui sortent de la bouche. Autant il peut y avoir une très grande force constructive qui sort de la bouche, autant il peut y avoir une force destructive. Quand je parle mal, quand je dis des mots durs, quand je lui rentre dedans, quand je fais des critiques acerbes, je peux la tuer complètement. Il ne faut pas s'étonner qu'après, elle n'ait plus envie de moi, elle n'a plus envie de me voir, elle n'a plus envie de me regarder, et qu'après ça se finit à la rabanoute. Dans le meilleur des cas. Et quand c'est pas de la haine, quand c'est pas des insultes, etc. La critique tue véritablement l'amour. Il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que la racine de l'âme, la racine de la neshama de la femme, c'est le kavod, c'est l'honneur. Dieu l'a donné comme ça. Il y a une notion de kavod qui est extrêmement forte en elle. Elle a besoin de recevoir du kavod de la part des gens et surtout de la part de son mari. Donc, tout ce qui est sa simcha, sa vitalité, sa joie de vivre, etc., va dépendre de son mari. Donc vous imaginez bien, lorsque maintenant le mari va commencer à critiquer la femme,
il la touche dans son kavod. Donc ça veut dire il la touche véritablement dans la racine de son âme. C'est pour ça qu'une femme est brisée complètement lorsque son mari la casse. C'est quelque chose qui lui est insupportable complètement. Parce que c'est son âme. Dieu l'a construite comme ça. Il l'a construite à partir du kavod. Et donc lorsque quelqu'un est touché dans son kavod, ben, il est brisé intérieurement. Alors, ça se trouve, il y a des femmes qui réagissent, qui disent rien. Ou elles font semblant de rien dire. Mais à l'intérieur, elles sont en train de ruminer, comment il m'a parlé, comment il m'a dit ça. Et il ne se rend pas compte. Et elle, pendant des mois... Nous, on a déjà oublié l'histoire. Mais elle continue. Les vieux dossiers. C'est même pas ça. Elle vous le ressort dans 5 ans. Elle vous le ressort dans 10 ans. Elle vous le ressort dans 15 ans. Elle n'oubliera jamais. Pourquoi? C'est incroyable. Nous, des choses qu'on avait complètement oubliées. Elle est capable de le ressortir 15 ans après. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce qu'elle a été touchée dans la racine de son âme. Et la racine de son âme, c'est quoi? C'est le kavod. Touchez-la dans son kavod, vous êtes certain que cette histoire-là, elle ne s'arrêtera jamais. C'est comme ça qu'on brise quelqu'un. Regardez ce que je vais vous montrer comme texte. Un texte qui est très très important. Il y a aussi avant que je vous montre le texte que je vais vous dire maintenant, il y a aussi un inyan, c'est que un mari parfois s'imagine qu'il a le devoir d'éduquer sa femme. On n'éduque pas sa femme. Le mariage n'est pas un lieu d'éducation. Et encore moins, et ça j'en parle aussi pour l'éducation des enfants, on n'éduque pas par le biais des bisionotes, par l'humiliation. Il y a des gens, ils s'imaginent que... Regardez par exemple lorsque j'aime pas tellement cet exemple, mais il est très caricatural. Lorsqu'on veut dresser un chien. Lorsqu'on veut dresser un chien il a uriné par terre à la maison. Qu'est-ce que disent les dresseurs? Il faut lui prendre sa tête et lui mettre la tête dedans pour qu'il comprenne. C'est ce qu'on appelle l'éducation par l'humiliation. Ça marche pour les chiens peut-être. Mais ça ne marche pas pour un enfant. Et ça marche encore moins pour sa femme. On n'a pas le droit de dire je vais éduquer ma femme parce qu'elle ne comprend pas, donc je l'éduque. Et non seulement je l'éduque, je la critique, et non seulement je la critique, je vais l'humilier devant ses parents ou devant mes parents pour qu'elle comprenne que la prochaine fois, elle ne recommence pas. Il faut comprendre, ce genre de choses, il faut les oublier complètement de sa tête. Il faut faire un X complètement sur ce genre d'attitude. Si quelqu'un pense que son mariage passe par le biais de l'éducation de sa femme et en plus par le biais de l'humiliation, il peut être certain qu'il court droit à la rabbanoute. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas les femmes d'avant. Elles n'acceptent plus. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai parlé là, il n'y a pas très longtemps avec le secrétaire d'un Beddin à Jérusalem. Il m'a dit que 80% des demandes de divorce sont initiées par les femmes aujourd'hui. Chose qui était impensable auparavant. D'abord, avant, on divorçait presque pas, mais c'était l'homme qui divorçait sa femme. Aujourd'hui, c'est 80% des femmes qui demandent le divorce. Il y a un réveil. Des femmes qui veulent divorcer. Ça veut dire aujourd'hui, la femme, elle est autonome financièrement. La femme, elle a fait des études. La femme, elle sort travailler. Mais elle n'a plus besoin de ce mari-là. Il y a plein de femmes qui disent, je n'ai plus besoin de lui. Je suis autonome, je me débrouille toute seule. Pourquoi j'aurais besoin d'un type pareil qui est là pour me critiquer, pour m'humilier, pour me casser, pour me briser, pour me faire désespérer, pour me faire pleurer? J'en veux pas, c'est pas la peine. Vous comprenez quel est le problème qu'il y a aujourd'hui? C'est que la critique aujourd'hui est devenue 1000 fois plus grave qu'elle était auparavant. Avant, on avait le pouvoir de rendre une femme triste, et la femme est restée triste dans son coin. Aujourd'hui, c'est pas seulement qu'elle reste triste et désespérée, et qu'elle soit brisée à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est qu'elle va demander le divorce, tout simplement. Et on voit ces gens qui divorcent, on fera d'autres théories sur le divorce. Mais c'est une catastrophe humaine. C'est une catastrophe humaine et au niveau des enfants quand il y en a. Qu'est-ce qui se passe pour eux après? Tout ça pourquoi? Parce que l'homme n'a pas compris que c'est lui l'initiateur. On le verra dans les cours suivants que la femme est le reflet de l'homme, tout simplement. Comment l'homme se conduit, comment l'homme parle, eh bien la femme va réagir par rapport à ce qu'il est lui. Donc si l'homme maintenant commence à critiquer, et à humilier, et à lui rentrer dedans et à la casser comme il faut, ben à la fin il va payer très cher cette histoire-là. Alors il peut critiquer, il n'est pas content, il n'y a pas de problème, vas-y dis-le ce que tu as à dire. Mais sache que tu vas le payer très cher par la suite. C'est ça ce qu'on est en train de dire ici. Les mots que l'on va sortir maintenant, même s'ils nous brûlent la langue, et qu'on a envie de sortir des lames gilettes, il faut se retenir. On verra qu'est-ce qu'il faut faire après. C'est d'autres cours ça. Mais déjà le principe d'arriver à se taire. C'est une grande avodat Hashem, c'est un très grand service divin d'arriver à se taire quand la femme fait des bêtises. C'est très dur parce que automatiquement on a envie de parler, mais il faut se retenir.
pour les raisons qu'on a évoquées maintenant. Vous allez nous expliquer comment faire, mais c'est vrai qu'au moment de la dispute, quand on est au sein de la dispute, tout est dans les cris. Oui, comment se taire? C'est une question grave. C'est comment déjà vous êtes énervé en train de vous disputer. Comment penser à votre cours? Comment dire « Ah, le Rav Taïeb, j'ai écouté le cours, il m'a dit, il faut que je me taise ». C'est impossible. Le Rav Taïeb, il ajoute « Il ne faut pas se disputer ». C'est un monde, on va dire, utopique. Non. Mais comment faire? Non, c'est pas utopique. Avec les problèmes de tous les jours, les enfants, le travail. Il faut travailler sa colère. Un homme doit travailler sa colère, il doit arriver à se retenir. Quel est l'homme fort? C'est pas celui qui a un tour de biceps énorme comme ça. C'est pas ça la force. C'est celui qui arrive à dominer son yetzer. C'est quoi le yetzer? En particulier, c'est le problème du dibour, c'est le problème de la parole, de la manière dont je m'exprime, comment j'attaque des gens. Des fois, je peux parler correctement sans même dire de gros mots et je peux briser quelqu'un, vous le savez. C'est pas dur, ça. Donc la colère aussi, elle sort par la bouche. Même sans dire de gros mots. Ça reste encore une autre histoire, ça. La violence verbale, c'est quelque chose de terrible. Mais tous les drames humains de couple commencent par la violence verbale. Et après, alors, nous, ça devient de la violence physique. Alors ça, on n'en parle même pas de ça. Ça, on n'en parle même pas de ça. Je ne veux même pas en parler pour l'instant. Et pourtant, j'ai beaucoup à dire là-dessus. C'était la semaine dernière, la semaine de la violence des femmes. Oui, tout à fait. 140 femmes par semaine, un truc énorme. C'est de la folie, on ne peut même pas imaginer. Encore, celles qui se plaignent vraiment et celles qui disent rien. Combien de nous, j'en ai au téléphone, qui se font battre par leur mari et qui n'osent rien dire parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ne veulent pas que ça sache, etc. Et elles viennent chez nous se confier. Donc c'est pas un petit problème, c'est un véritable problème. Et ça, d'où ça commence? Parce que l'homme, il a du karas, il a de la colère en lui, il a de la haine, il ne peut pas supporter, mais il faut se calmer. Il faut se calmer, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on va droit à la rabbanout. Et si on ne va pas droit à la rabbanout, on a brisé son foyer. Une femme qui n'est pas heureuse, on aura des dignes de cheshbon dans les shamaïm. On devra rendre des comptes devant Dieu là-dessus. Il y a des gens, je peux vous dire la vérité, il y a des gens qui sont même des gens qui sont versés dans l'étude de la Torah, qui sont dans la prière, qui sont des gens extrêmement religieux, mais ces gens, ils rentreront jamais dans le Gan Eden. Jamais, ils resteront à la porte. D'où je sais ça? Tout celui qui fait honte à son ami en public ne rentrera jamais dans le monde futur. Quelqu'un qui a humilié sa femme, qui l'a brisée, qui l'a cassée dans tous les sens, il rentrera pas dans le monde futur. Ah, il faisait Shabbat. Ah, il étudie la Torah toute la journée. Ah, il prie comme on dirait un sadique quand on le voit prier. Ah, il a une barbe immense jusqu'à là. Cet homme-là ne rentrera jamais dans le monde futur. Il sera excommunié du monde futur. Pourquoi? Parce qu'il a humilié sa femme. Et comme la femme, par nature, elle est beaucoup plus faible que le mari, bah automatiquement, il va le payer très cher dans le monde futur. Ah, il n'a pas divorcé, c'est vrai, parce qu'elle avait honte, parce que par rapport à la famille, par rapport aux enfants, etc. Mais est-ce qu'il a réussi son devoir, Messimach et Tishto, de réjouir sa femme? Cet homme-là a raté sur tous les points. Sur tous les points, il a raté son tachlit dans ce monde-ci. Si un homme ne réussit pas son shalom bayit, même s'il a réussi dans tous les domaines professionnels, religieux, tout ce que vous voulez, il a raté sa vie. Réussir sa vie, ça veut dire quoi? C'est réussir sa vie de famille. C'est pas réussir sa vie professionnelle. C'est pas réussir sa vie religieuse. C'est pas devenir un grand rave, un grand sadique. Ça sert à rien tout ça. Si on n'est pas capable de réjouir sa femme, cette Torah qu'on a en nous, ce travail qu'on a en nous, ne sert quasiment à rien. Je sais que c'est dur ce que je dis. Je sais que c'est très dur ce que je dis, et que les hommes qui me regardent, qui m'entendent, ils savent très bien que c'est presque surhumain ce qu'on demande. Mais Dieu nous demande de devenir presque au-delà des anges. Pas de devenir comme des anges. On doit être supérieur à l'ange. C'est un enseignement dans le Zohar, dans l'Écoutez Moira, partout on trouve ça. L'homme doit être supérieur aux anges. L'ange n'a pas de Yetzer Hara, il n'a rien du tout. Nous, on a été créés avec un Yetzer Hara, avec un Yetzer Tov, un bon penchant, un mauvais penchant. Et donc on doit travailler, on doit annihiler complètement son mauvais penchant. Le mauvais penchant, en l'occurrence, dans le Shalom Bayit, c'est quoi? C'est d'avoir le problème du Yibour, le problème de la colère qu'un homme a en lui. Ta femme ne se conduit pas bien, elle cuisine pas bien. D'accord, ok, il y a un problème. On va en discuter plus tard. Mais pour l'instant, la critiquer et la briser, ça ne servira à rien du tout. Regardez ce que nous dit ici Rabbi Nachman. Vous allez très vite comprendre. Afalpi she'atoracha ou davar gadol. Même que le fait de faire une remontrance à quelqu'un, une critique, une remontrance, c'est quelque chose de très grand. C'est marqué dans la Torah.
Il y en a qui auraient pu me dire, tu devras reprendre celui de ton peuple. Tu vois quelqu'un dans la rue qui se conduit mal, qui fait une avéra à Shabbat, qui prend la voiture, etc. Tu dois lui dire, tu devras reprendre les gens de ton peuple. C'est la moindre des choses. Donc on voit que dans la Torah, cette notion de critique, elle existe. On doit critiquer quelqu'un pour le corriger. Et donc chacun de nous doit reprendre son prochain, donc en l'occurrence, le vrai prochain c'est sa femme, c'est ses enfants, quand il voit une chose qui ne se conduit pas comme il faut. Il dit Afal Piken, Lav Koladam Raoul Oriar. Quand bien même c'est pas tout le monde qui est capable, qui sait comment faire une remontrance. Il y a une Gemara dans Sanhedrin où Rabbi Akiva nous disait la chose suivante. Il avait fait une dracha et Rabbi Akiva, et il disait comme ça, il dit je m'étonne s'il y en a un dans cette génération-là qui sache comment faire une remontrance à un autre. Ça c'était Rabbi Akiva il y a 2000 ans, avec les tzadikim qu'il y avait à l'époque. Lui-même déjà s'étonnait, est-ce que quelqu'un sait faire une remontrance? Si je fais une remontrance à quelqu'un, est-ce qu'il va l'accepter de moi ou pas? Ça se trouve que non, ça se trouve que je vais empirer le problème. Donc déjà à l'époque de Rabbi Akiva, on est 2000 ans après. Vous pensez vraiment, dites-moi la vérité Michael, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un aujourd'hui qui sait faire une remontrance à un autre? Encore plus profond, est-ce que la critique est... Est-ce que sert à quelque chose? Regardez, prenez l'exemple, c'est très simple, tout le monde qui nous regarde a connu ça, à la synagogue, Shabbat matin, il y en a qui parlent, chez les Français il y a un grand problème, il y a beaucoup de gens qui parlent à la synagogue. Commencez maintenant à vous énerver et à dire à quelqu'un, arrête de parler, ça suffit, tu déranges tout le monde. Dites-moi la vérité, comment il va réagir ce deuxième-là? Il ne va pas y avoir une histoire dans la synagogue, il ne va pas avoir des cris et des insultes, et pour qui tu te prends et machin. Toi le premier, Toi le premier, je t'ai vu parler. C'est-à-dire, on ne peut plus parler. Ça veut dire aujourd'hui, personne n'est pratiquement capable de faire une vraie remontrance, c'est impossible. Comment il faudrait faire? Allez, la personne qui parle, lui dit, tu sais, il y a un but dans la vie, se rapprocher de la chaîne, mais ça prend des heures tout ça. Donc on n'a pas le temps, donc on va pas commencer à faire toute une paracha maintenant, et on va lui dire, arrête de parler, ça suffit, il y en a marre. Ah ouais, comme ça tu me parles, et vas-y, allez, c'est parti. Donc quand Rabbi Akiva disait ça déjà il y a 2000 ans, je m'étonne s'il y en a dans cette génération qui est capable de faire une remontrance. Mais aujourd'hui, 2000 ans après, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il y en a un aujourd'hui qui est capable de faire une remontrance aujourd'hui? Et est-ce que la critique est fondée aussi? Oui, en plus, mais ça, on ne parle même pas de ça. Bonoma que vraiment elle est fondée. Bonoma que la personne se conduit très mal. Bonoma que la femme se conduit très mal. Est-ce que j'ai le droit de lui dire quelque chose? Je vous donne un exemple. Dans la chod Kibud Abahem, de la chod du respect du père et de la mère, comment que c'est marqué? On voit maintenant son père qui fait une avéra. Est-ce que j'ai le droit de lui dire, papa, c'est la source que tu fais? Vous connaissez cette halakha? Shulchan Aruch, c'est Shulchan Aruch, les lois, les codes de loi du Shulchan Aruch qui nous parlent sur comment respecter son père et sa mère. La Shulchan Aruch, on dit, si tu vois ton père faire une avéra, t'as pas le droit de lui dire, papa, c'est assour. Tu dois lui dire, papa, me semble que c'est marqué ainsi dans le Shulchan Aruch que cette chose-là, on devrait prendre avec des petites pincettes comme ça. Pareil pour sa mère. Sa mère, on la voit qu'elle n'est pas très tsniout. Elle ne sait pas très bien s'habiller, elle met des jupes fendues, elle se conduit mal. J'ai le droit d'aller voir ma mère et de lui dire, c'est à source ce que tu fais, on s'habille pas comme ça. Dites-moi la vérité. Vous feriez ça, vos parents? Même si vos parents ont tort à 100% et vous avez raison à 100%, vous parleriez comme ça à vos parents? Quelqu'un de normal, il baisse les yeux et tant pis. Et pourquoi avec sa femme on aurait le droit? Pourquoi avec sa femme on aurait le droit de lui dire une chose pareille? Après, comment le faire, comment le dire, etc., c'est un autre cours. Mais déjà, de prime abord, de Minastam, j'ai le droit de lui faire des remontrances comme ça? J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Parce que non seulement chez mes parents je peux pas, mais chez elle, je lui brise sa neshama. Et que tout son kavod, tout l'honneur, sa neshama, elle est construite par l'honneur que le mari lui donne. Donc lorsque le mari maintenant la touche dans son kavod, il a tué dans sa neshama à l'intérieur. Sa neshama, son âme, elle est brisée complètement à l'intérieur. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Nachman? Il lui dit à Falpiken, Laf kol adam raoul oria. C'est pas tout le monde qui a cette capacité de savoir comment critiquer. Puisque le but de la critique, c'est quoi? C'est d'arriver à transformer la personne.
Si maintenant j'arrive pas, alors tais-toi. Si tu sais que ta parole n'aura aucune incidence, même au contraire ça va détruire, ça sert à quelque chose de critiquer? C'est vrai ou pas tout ce qu'on raconte? Je suis d'accord avec vous. Voilà. Vous m'avez fait changer d'avis. Bon. J'espère que les gens qui nous regardent, c'est la même chose aussi. En tout cas, il continue de dire la chose suivante. Il dit qu'il y a l'idée Torah shel mi sheno raoui lo chiach. Lorsqu'on maintenant la remontrance elle est faite par quelqu'un qui n'est pas capable, qui ne sait pas comment faire une remontrance à quelqu'un, l'ota sheno moil betocharto. Non seulement ça sert à rien ce qu'il a fait, mais en plus ou mavish reach shel elu aneshamot de la shomim tocharto, il affaiblit. Vous savez que les âmes, il y a une dans les âmes, dans les neshamot, elles vivent le monde des senteurs, de l'odeur. Et il y a une odeur dans le neshama, et cette odeur-là, elle est complètement affaiblie. Ça veut dire, lorsque je fais une remontrance à quelqu'un, et que cette remontrance n'est pas acceptée parce que je ne suis pas capable de lui faire la remontrance, je suis en train de briser sa neshama à l'intérieur. En général, parle même pas pour la femme maintenant. En général, imaginez maintenant, je vous vois maintenant, vous faites une chose pas bien, et je vous rentre dedans. Vous allez me dire parce que je suis le rave, et vous êtes... Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, vous allez me respecter. Mais à l'intérieur, vous serez brisé. J'ai rien gagné dans l'histoire, je vous ai cassé. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de casser, le but, c'est de construire. Le but de la remontrance, c'est d'arranger quelqu'un, pas de le détruire. Donc, lorsque maintenant je fais une remontrance et que je ne suis pas capable de la faire, ben, je dois me taire. Ou si je ne me tais pas et que je le lui fais quand même, je suis en train de briser la personne. Donc, on est bien en train de parler dans la neshama de la personne. Et il dit valider au machrish et nishmatam. Il faut savoir qu'il y a plein de mondes qui sont reliés à une neshama. Il disait, Rabbi Nachman, il disait, lorsqu'on prend un homme, si on pouvait le faire tournoyer dans l'espace, on verrait des millions de mondes qui sont rattachés à sa neshama. Donc lorsque maintenant je viens et que je le casse dans sa neshama, tous les mondes qui sont en train de lui donner du shifa, de l'abondance, tous ces mondes-là sont en train de s'effondrer complètement autour de lui. Comprenez ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire c'est quelque chose, c'est un véritable art de pouvoir parler à quelqu'un et que dans le cas où je lui parle, que ma critique va porter ses fruits. Par contre, il y a des cas où la critique est impérative. Par exemple, pas la critique, mais on va dire les remontrances. Par exemple, un rave envers ses élèves. Il a le devoir de les éduquer. Maintenant, même ça, il faut savoir le dire aussi. Comment on va éduquer ses élèves, c'est pas évident. Un père par rapport à ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de les casser, de les humilier. Encore une fois, je répète à tout le monde, on n'éduque pas par l'humiliation. C'est pas un système éducatif, ça n'existe pas. On traumatise. On traumatise et on rend les gens dégoûtés ensuite. Il ne faut pas s'étonner que le gosse à 14-15 ans, il prend la kippa, il la jette un peu ensuite. Dès qu'il a l'autonomie possible, c'est fini, c'est terminé après. Bon, je ne veux pas rentrer dans le problème de l'éducation maintenant, mais c'est encore plus grave au niveau de sa femme. Et ça, c'est le message que je veux donner ici à tous les maris, ou les futurs maris qui nous regardent. Tout le temps où il y a de la critique entre un homme et sa femme, il ne faut pas chercher pourquoi il y a des problèmes de shalom bayit. C'est même pas la peine d'aller voir les rabbinim, de voir les professionnels, etc. de la chose. Qu'un homme arrête de critiquer et il va voir sa femme se transformer devant lui. C'est vrai qu'au début, il va en prendre plein encore dans la tête parce qu'évidemment, il a tellement cassé quelqu'un, cassé votre femme, et venez après 2 heures après lui amener un bouquet de roses. Elle va vous prendre le bouquet de roses, elle va vous le jeter à la figure. Mais il faut s'y attendre. Tu lui es rentré dedans, tu l'as cassé, tu l'as brisé, tu l'as fait pleurer. Après, tu lui donnes des fleurs, mais les fleurs, elle te les jette. Il faudra revenir une 2e fois, une 5e fois, une 10e fois avec des fleurs pour qu'elle se calme. Parce que chez elle, ça prend du temps. Chez nous, c'est rapide. Chez nous, on peut se remettre très facilement. Alors que elle, c'est pas comme ça que ça marche. Elle est construite complètement différemment de l'homme. Ça n'a aucun rapport. Donc tout le temps où il y a des critiques, un homme ne doit pas s'étonner qu'il n'y a pas de shalom bayit chez lui. Maintenant, il y a d'autres raisons pour le problème de shalom bayit, on va y venir. Mais on va dire que ça, pour moi, à mes yeux, le problème de la critique représente 70% des problèmes de shalom bayit. La critique et toutes les paroles méchantes et acerbes, toutes les lames gilettes qui peuvent sortir de la bouche d'un homme. Voilà, donc ça c'était le cours de la critique vue côté masculin. On va maintenant faire le 2e cours, on va faire la suite, vue côté féminin, comment la femme doit-elle aussi se conduire par rapport à son mari. C'est normal pour équilibrer un peu les choses. Voilà, à très bientôt.